Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirligig Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Oh! Ok, on est un petit peu ailleurs ici, dans le sens qu'on n'est pas dans un wargame, quoi qu'on on se tape pas dessus dans ce jeu-là, mais on tape sur le jeu, on va le dire de même, là. Mais c'est définitivement un jeu historique avec énormément de flavor. C'est un jeu que j'ai découvert récemment. C'est un jeu que j'adore. Alors, je me suis précipité pour en faire une playlist. Et là, je vous le dis tout de suite, cette playlist-là va être ce qu'on appelle un full teach. Alors, c'est la totale. Je vais vous rendre fonctionnel pour jouer le scénario recommandé pour les joueurs débutants, c'est-à-dire le scénario de 1710, là, le moins complexe de la gang. Ceci dit, il y a 4 scénarios au total dans le jeu, là, 3 scénarios plus si on veut, le scénario complet. Fait qu'il y a énormément de replayability dans cette boîte-là. Puis on va voir le setup, entre autres, aux prochaines vidéos, là, qui est une des nombreuses affaires brillantes dans ce jeu-là, là, qui fait en sorte qu'aucune de vos games vont être pareilles, même si vous pourriez jouer le même scénario là, jusqu'à la fin de vos jours, là, puis vous auriez des parties drastiquement différentes. Bon, de quoi est-il question ici? Alors, on parle de la fameuse East India Company, une compagnie britannique qui avait un monopole sanctionné par l'État. En tout cas, là, je ne vous ferai pas nécessairement l'histoire des choses. C'est une compagnie là, qui a survécu là, pendant 150 ans, si c'est pas plus. Là. Comme je disais, là, le premier scénario commence en 1710. Là, mais quand on arrive au tour 8, là, je pense qu'on est rendu en 1850, 60 ou 70, quelque chose comme ça. Là. Euh, Évidemment, là, puis là, ça va être la première et la dernière fois que je parle du thème. Évidemment qu'on est à l'époque là, du l'impérialisme, si on veut, le colonialisme, l'exploitation de l'Inde. Puis je veux pas banaliser ça, mais moi, personnellement, puis c'est pas juste pour ce jeu-là, ça vaut pour tous les jeux. Fait que commencez pas à me traiter d'anti-ci ou d'anti-ça, là. Mais tu sais, je reviens là-dessus, mais je joue les Allemands dans des jeux sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, tu sais, j'ai pas de problème, moi, personnellement, à rentrer dans le rôle de gens qui ont travaillé pour la East India Company, malgré tous les travers que ce système-là avait, puis le dommage que ça l'a fait pour, tu sais, c'est un jeu pour moi. OK? Puis là, vous pouvez me traiter de tous les noms, là, puis de dire, on sait bien si certains de tes ancêtres avaient vécu là, à cette époque-là, avaient été exploités par cette compagnie-là. Mais c'est ça. Pour moi, si on ferme la porte à tout ça, si on refuse de jouer à n'importe quel jeu de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était épouvantable, puis si on refuse de jouer le djihadiste à Labyrinthe parce que c'est épouvantable, qu'est-ce qu'ils font? Et on va se fermer la porte sur beaucoup de choses. Fait que je suis un joueur peut-être qui a un laisser-aller par rapport à ça, peut-être plus haut que la moyenne. Euh, à la limite, tant mieux pour vous, ça me permet de couvrir plus de jeux. Mais les auteurs abordent ce sujet-là, là, sont conscients de ce que cette compagnie-là a fait. Il y a une mention là-dessus dans le rulebook. Ceci dit, si c'est quelque chose qui vous rebute complètement, tenez-vous loin de ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très, je sais pas comment dire ça, là, abstracté. Tu sais, là, vous allez pas là, taper sur des gens spécifiquement, là, puis tu sais, là, brûler du monde, puis tout, tu sais, là, c'est pas, ça demeure très, très abstrait de la façon que c'est fait dans le jeu. Ce qui est très, fin de la parenthèse, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que ce n'est pas un jeu coop, ce n'est même pas un jeu semi-coop. OK? On pourrait penser, étant donné qu'on personnifie la compagnie jusqu'à un certain point, que dans l'éventualité où la compagnie fait faillite, tout le monde perd. Mais ce n'est pas le cas. Il va toujours y avoir un et un seul vainqueur dans ce jeu-là. Que la compagnie connaisse un succès retentissant ou que la compagnie fasse faillite misérablement, il va toujours avoir un gagnant dans ce jeu-là. Fait qu'on coopère jusqu'à un certain point, on mène la compagnie, on travaille pour la compagnie. La plupart des joueurs, à un moment X dans le jeu, ont intérêt à ce que la compagnie survive.
Mais soyez pas surpris si en cours de route, un ou deux renégats ou un ou deux joueurs autour de la table, c'est plus dans son intérêt peut-être de tanker la compagnie, comme on dit, puis de la faire faillite, là. Mais le jeu est comme ça. Fait que vous allez, en fait, qu'est-ce que vous personnifiez? Vous personnifiez une famille influente en Angleterre à cette époque-là. Et les membres de votre famille, qui sont les joyeux personnages ici, vont à un moment ou à un autre occuper des postes de prestige à l'intérieur de la compagnie. Ok, ce que le jeu appelle des offices, donc des postes. Vous pourriez être le chairman, le directeur du trade, le manager du shipping, la personne en charge des affaires militaires, le président d'une des trois divisions qui ont été faites en Inde à ce moment-là. Vous allez occuper des postes. Pendant ce temps-là, vous allez faire, on présume, de votre mieux pour contribuer au succès de la compagnie. Et à tous les tours, il y a certains membres de la famille qui vont se retirer, qui vont prendre leur retraite et ces gens-là vont aller, là, vont se retirer là, dans des, disons, là, des maisons de retraite là, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Et ça va être la principale source de points de victoire. Où est-ce que vous allez retirer les membres de votre famille? Il y en a d'autres, là, mais ça va être la principale source de points de victoire dans le jeu, là. Fait qu'on vise d'occuper, dans le fond, le plus de postes possible, de retirer le plus de gens possible, de les envoyer dans des endroits, là, comme je disais, là, tout plus abracadabrants les uns que les autres pour vraiment là, péter de la broue dans la société londonienne de l'époque. Ça va vous donner un certain nombre de points de victoire et à la fin de la game, ben, c'est la personne qui a le plus de points de victoire. Puis je vais revenir sur la fin de la game parce que c'est drastiquement différent si la compagnie survit versus si la compagnie fait faillite. Mais je répète, il y a toujours un et un seul gagnant. Ceci dit, étant donné qu'on travaille tous pour la compagnie, comme je disais, la grande majorité du temps, euh, on va travailler pour son bien. Évidemment, le jeu physique vient avec des jetons de monnaie là, classiques là, dans différentes dénominations, là, et non pas avec ces petits marqueurs digitaux-là là, qui sont une particularité euh, de Tabletop Simulator qui vous évite d'avoir à manipuler là, des jetons dans le jeu, là. Selon l'auteur lui-même, qui a fait plusieurs entrevues, puis qui a fait plusieurs lui-même vidéos de teach et de vidéos de playthrough, Cold Whirly, c'est le jeu qu'il a toujours voulu faire. C'est le jeu qu'il a toujours rêvé de faire. Il est célèbre aussi pour Root. Il est célèbre pour Oath. Et quoi d'autre qui va sortir encore? Mais John Company, il y a eu une première édition de son propre aveu. Maintenant, il peut bien dire ce qu'il veut. Cette édition-là a été rushée un peu, a été streamlinée un peu. Ce n'est pas le vrai jeu qu'il voulait faire. Et la raison principale pourquoi il a lancé sa propre maison d'édition Whirly Gig Games avec son frère, je pense. Leur premier objectif était de refaire ce jeu-là de la façon dont ils ont toujours voulu le faire. C'est Cole qui est crédité comme designer, fait que quand je dis il, c'est plus lui, là. Mais là, de son propre aveu, encore aujourd'hui, John Company, deuxième édition, c'est le jeu de ses rêves. Ça va demeurer peut-être son bébé préféré parmi tous les jeux qu'il va faire. Et encore aujourd'hui, malgré qu'il doit avoir joué en colis, il est toujours partant pour jouer. Ça, pour moi, c'est le signe que vous avez fait un jeu sur un sujet qui vous passionne, puis avec des mécaniques qui vous passionnent. C'est un jeu d'abord et avant tout de négociation. Alors, personne timide, s'abstenir, vous allez négocier. Tout est négociable dans ce jeu-là, c'est épouvantable. Euh, Et si vous êtes du style, ben est-ce que tu me donnerais ça s'il te plaît? Puis quand la personne vous répond non, là, vous vous renfermez pour le reste de la game. Ce n'est pas un jeu pour vous. C'est un jeu là, pour les gens expressifs, exubérants, les gens qui aiment dealer, qui aiment peut-être jusqu'à un certain point, oui, backstabber, puis cochonner quelqu'un en dehors d'un deal, là. Mais d'abord et avant tout, là, c'est un jeu où faut bien percevoir la valeur de quelque chose pour nous et pour l'autre personne, proposer des deals qui idéalement sont à l'avantage des deux pour être capable d'avancer notre propre situation personnelle. Parce qu'au-delà du succès ou de la faillite de la compagnie, je répète que vous visez à ce que votre famille tire la couverte le plus de son côté, parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est un jeu qui est préférable de jouer à 4 ou 5 joueurs, selon moi. On peut jouer solo, on peut même jouer à 2, on peut jouer jusqu'à 6. Encore là, moi, je vous partage le sweet spot. Je suis d'accord avec ce qui est sur Board Game Geek, là, best à 4 ou à 5. À 6, c'est pas tant que c'est plus long,
Mais Cole lui-même l'expliquait, c'est que vraiment à 6, quasiment à une personne va avoir un poste. Fait qu'on est un petit peu plus là, tu sais, mettons dans une game à 6, vous allez peut-être, par exemple, être le président de Bombay, that's it. Quand on descend à 5 joueurs ou à 4 joueurs, il y a des joueurs qui vont avoir plus qu'un office. Puis ça donne des combos quand même intéressants. Puis ça va fluctuer au cours du jeu, évidemment. Là. Mais pour moi, c'est vraiment meilleur à 4 ou 5. Évidemment, la principale barrière d'entrée de ce jeu-là, c'est un jeu qui est très complexe. Euh, Heureusement, là, ça n'a pas été écrit par Phil Eklund. Le rulebook est quand même compréhensible, mais ça demeure un jeu où si vous ne faites que lire les règles, vous allez dire oh shit, Chris, c'est tough en sacrament. Et encore là, de l'aveu même du designer, vous avez quasiment pas le choix de faire une première game de pratique avec les gens intéressés. Ou ce qu'on appelle dans le jargon un rolling teach. C'est-à-dire que vous allez dire aux gens, bon ben ok, là, on commence la game tout de suite sans que je vous explique 50 000 affaires. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous expliquer des trucs. Si vous avez un groupe motivé, faites-leur écouter la playlist. Je répète que je ne laisserai rien de côté. Faites-leur écouter toute la playlist, puis arrivez à la table, puis faites vraiment votre première game pour vrai. Mais sinon, vous n'avez quasiment pas le choix de brûler si on veut. Puis il y a des gens qui ont un problème avec ça, mais en tout cas, à vous de voir. Vous n'avez quasiment pas le choix de brûler un 3-4 heures pour jouer une première game, où les gens vont juste commencer à comprendre le jeu dans le milieu de la game. Fait qu'évidemment, le gagnant de cette game-là, c'est un peu n'importe quoi. Euh, Parce que là, les gens vont vous dire, oh, ben, Chris, avoir su ça, j'aurais pas fait ça, avoir su ça. Il faut que les gens soient tolérants à ça. Là. Vous mettez ça au clair dès le départ, c'est une game de pratique. Le gagnant, on s'en fout. On veut apprendre le jeu. Mais la meilleure façon, des fois, d'apprendre le jeu, c'est en y jouant. Là. Puis c'est le cas dans celui-là. Là. Euh, la moitié du fun pour moi, c'est justement, c'est les négociations puis c'est les discussions autour de la table. Le jeu comme tel, c'est bon, là, puis il y a des mécaniques très, très intéressantes, puis on va les découvrir ensemble. Là. Euh, Certaines personnes sont déçues par la façon que la game se finit, surtout si la compagnie fait faillite. Il y a une grande portion de chaos puis de chance. Puis il y a des gens célèbres pour avoir dit, tu sais, ben, on joue pendant 4 heures, puis au final, on pige une carte, puis c'est cette carte-là qui décide c'est qui le gagnant. Puis c'est vrai jusqu'à un certain point, mais au final, on se pose la question, est-ce qu'on a eu du fun? Puis en tout cas, dans mon cas, la réponse c'est oui en crise. OK? Puis à la fin, là, c'est sûr, si vous traquez vos statistiques sur Board Game Geek, ai-je gagné? Puis si vous êtes hyper compétitif, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Quoi qu'il y a des façons, il y a des. Encore là, il y a des mécaniques, puis il y a un côté rationnel à ce jeu-là, puis il y a des deals qui objectivement vont être meilleurs que d'autres. Fait que vous pouvez faire votre possible pour tirer votre épingle du jeu quand même. Il reste que là, si des joueurs décident de travailler contre la compagnie puis tout ça, là, c'est un jeu avec énormément de chaos potentiel. Il y a des dés aussi. Fait que si vous êtes du style là, extrêmement rigide par rapport à ça, puis il n'y a aucune luck hostie dans mes games, il y a des dés là-dedans, il y a de l'incertitude, il y a des rôles qui vont chier, il y a des rôles importants qui vont chier. Puis oui, vous allez peut-être arriver à la fin de la game, puis vous allez dire, ah, cette crise de rôle-là, quand on a essayé de faire le trade super important, asti, on a mis toutes les chances de notre bord, on a lancé 4 dés, puis ça a chié pareil. Ça va arriver. Il y a des games qui vont être expliqués, il y a des fins de game qui vont être expliquées potentiellement là, en grande partie à cause de ces rôles-là. Mais la question, avez-vous eu du fun? C'est pour moi, c'est au final, c'est ça. Puis avec la bonne crowd, avec les bons joueurs qui aiment négocier, esti, puis qui vont se lever sur leur chaise, puis qui vont dire là, c'est moi le chairman, silence. Asti, ça peut donner vraiment des moments mémorables. La production du jeu physique, c'est superbe. Si ces dessins-là, le Chris, là, ces maisons-là, ça donne le goût d'aller rester là. Bon, si je me promène un petit peu, là, les cartes, là, les différents postes, les différents offices, aussi, c'est très bien fait. L'attention aux détails, les membres de la famille, vraiment, qui sont tous différents. Bon, les player aid, en tout cas, moi, je suis un gros fan de l'art, parce que c'est Cole qui fait une partie de l'art, si c'est pas tout l'art au complet. Tu sais, moi, Root, Oath, c'est mon style de graphisme. Je trouve ça superbe, je trouve ça très beau. Toutes les cartes, je trouve ça épuré, je trouve ça. Puis tu sais, vraiment, là, on aura l'occasion d'y revenir. Là. Il y a des cartes de prestige, même à faire ces dessins-là. Là. Chris, que ça nous met dans l'ambiance. Je trouve ça vraiment excellent. Fait que, full teach, on part avec le setup dans le prochain vidéo.
Moi, ce jeu-là, j'ai un amour inconditionnel pour ce jeu-là. Ça va paraître dans le teach. J'espère que ça va être contagieux. J'espère que cet enthousiasme-là, je vais pouvoir vous le transmettre. Je vais tenter de m'en tenir seulement aux règles, pas trop donner de trucs. De temps en temps, c'est sûr et certain que je vais m'échapper. À la limite, voyez ça comme des arguments pour convaincre vos amis peut-être qui ont regardé ce jeu-là de loin, là, puis qui ont dit oh, Chris, pas sûr, un petit jeu qu'on gère une compagnie, puis tout ça, là. It's a blast. C'est vraiment le fun. Fait que là, je reviens à mes anciennes amours peut-être, là, puis étant donné justement là, ma passion pour ce jeu-là, là, je veux faire une playlist complète où je vous l'enseigne de A à Z. Fait que c'est parti, John Company, deuxième édition. Restez des nôtres. À plus.